Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonjour, vous ne vous trompez pas d'émission et vous regardez bien le Café Presse Politique. Comme vous vous en rendez compte, ce n'est pas Ihsan El Qadi qui présente l'émission aujourd'hui. Ihsan a préféré se mêler aux invités pour mieux participer au débat. Je m'appelle Salim Sbah et donc je tiendrai la barre pour ce dernier numéro, l'avant-dernier numéro du CPP de la saison. Le dernier avant le retour de Khaled Rani. C'est ce qu'on souhaite tous. Donc un 17e CPP sans son animateur principal, Khaled Rani, en détention à la prison de Koléa pour avoir fait son travail de journaliste et qui passe aujourd'hui sa 118e nuit de détention. Voilà, ceci étant dit, aujourd'hui, le CPP s'articulera autour de deux thèmes majeurs. Une première partie où on abordera la gestion de la crise du Covid par le gouvernement. On a énormément de choses à dire. Et la deuxième partie, elle s'articulera autour de l'agenda judiciaire et de cette fameuse deuxième vague tant attendue de libération de détenus d'opinion. Autour de la table pour discuter, en débattre, tout ce que vous voulez, on a Maher Zarabia, c'est ta première, c'est ça? Oui, c'est ma toute première sur écoute, radio. comme moi, écoute, solidarité, etc. Alors pour la petite anecdote, ma première en radio, c'était à la chaîne 3 et c'était lui aussi. C'est vrai, Ouais, c'était avec moi. C'était Oui, il y a toute une histoire. On a une vieille histoire tous les deux. C'était en 2003. Ouais. Et bon. Et il m'avait pris pour une fille au départ. Il pensait que je m'appelais Rabia. Ça lui arrive souvent, ça. Alors, Maher Zarabia et Ihsan El Qadi. Et au téléphone, on aura pour la première partie le docteur Abdallah Agoun, que je salue. Et puis, en deuxième partie d'émission, on retrouvera Saïd Salhi, le vice-président de la Ligue algérienne des droits de l'homme, pour discuter de justice, de détention et de prisonniers d'opinion. Pour l'anecdote, Ouais. il y en a une autre que ne connaissent pas les amis auditeurs de Radio 1, mais en septembre dernier, avant que ne vienne Khaled Rani donc à la présentation du Café Presse Politique, on avait fait la proposition à Maher Zarabia de présenter. Et on ne sait pas pourquoi ça ne s'est pas fait. D'ailleurs, c'est peut-être l'occasion pour lui de dire pourquoi il n'a pas été le présentateur du CPP durant cette année. C'est aussi simple, c'est-à-dire que, tout d'abord, il y a Khaled Rani reste Khaled Rani. On n'avait pas encore contacté. Oui, non, mais je sais, mais ça reste quand même Khaled Rani. Moi, quand j'imaginais Radio M, c'était Khaled Rani. Et puis, je dois être un peu le modèle du paresseux, quoi. J'ai répondu un peu trop tard, mais de toute manière, c'est en gestation, c'est en réflexion pour d'autres programmes ici sur Radio M. Et Salim le sait très très bien. Quand on a fait de la radio, on a hâte de retrouver le micro après avoir été séparés, forcés ou contraints de nous éloigner. Donc du coup, Radio M, ce sera en tout cas un futur projet. Il ne faut pas que Khaled Rani comprenne qu'il était la solution B. C'est la solution A, il faut le dire. Bon, puisque tu as la parole, tu la gardes. Ouais. Alors bien, on va commencer par toi. Et ma première question, c'est comment tu juges l'action du gouvernement sur la gestion de la pandémie? Alors, c'est vrai que sur la gestion de la pandémie, on est nombreux à se poser des questions, à ne pas comprendre déjà comment réagit le gouvernement à chaque nouvelle semaine, chaque nouveau chiffre d'ailleurs, parce que c'est les chiffres les plus inquiétants que nous sommes en train de croiser. Mais en même temps, il faut dire aussi que juste pour parler de la situation sanitaire, avant même de parler de la gestion, parce que j'imagine que d'autres seraient mieux habilités à parler de cela, mais je veux dire, et si on se posait la question différemment, est-ce que les chiffres n'ont pas toujours été les mêmes
mais en fin de compte, on n'avait pas les moyens de déceler le nombre de cas réels qui existaient en Algérie. On sait tous que le mois de mars, le mois d'avril, on avançait tous à l'aveuglette. On avait un confinement qui était assez étrange, 13h, 15h, 17h, mais tout en se posant des questions sur où ça allait nous amener, est-ce qu'il fallait pas tout bloquer déjà à ce moment-là déjà. Mais moi c'est pas les chiffres qui m'inquiètent, moi c'est juste les mesures qui sont prises à la dernière minute qui m'inquiètent, comme des milliers d'ailleurs de vos auditeurs ou des centaines de milliers d'internautes, et vous n'avez qu'à voir la décision, la dernière, celle qui a été prise il y a 2 semaines de cela, de fermer les frontières entre les villes, entre 29 villes, mais en réalité, c'est-à-dire que quand vous fermez les frontières entre 29 villes, vous fermez les 48, parce que même celles qui sont accessibles ne le sont plus, parce qu'elles se trouvent soit à côté, soit entre deux wilayas interdites d'accès. Donc du coup, maintenant, moi je pense que c'est, pour nous en tout cas en tant que journalistes, moi je me pose plus des questions que je ne jugerai ce gouvernement et sa gestion qui, comme beaucoup, je la pense chaotique, mais y a-t-il un modèle à suivre déjà ? Est-ce qu'il y a un modèle dans le monde qu'on aurait dû suivre mais qu'on n'a pas suivi ? Et là, en se posant la question et en faisant la revue internationale, on se rend compte que tous les pays sont pratiquement dans la même situation, si ce n'est ceux qui ont bien géré en testant le maximum et en confinant complètement. Après, la deuxième problématique, c'est aujourd'hui comment faire, en tout cas pour sensibiliser, continuer à sensibiliser. Mais il est clair que les mesures qui ont été prises jusqu'à présent ne sont pas efficaces, ne le seront pas, et si on continue de cette manière-là, je ne sais pas comment on va s'en sortir. Mais ce qui est sûr, et le constat le plus triste, c'est que ça a mis à nu en tout cas l'état de nos structures de santé. Et ça je veux dire, on le savait, mais on ne se l'avouait pas. Aujourd'hui, on se l'avoue. Même si, à demi-mot, quelquefois, en osant se comparer à certains pays africains, mais en réalité, quand vous regardez l'état de nos structures de santé, nos médecins, c'est yahlil. Autant faut saluer leur travail, faut les protéger. Ça, c'est très bien. C'est l'une des mesures phares. Et je trouve l'une des mesures les plus respectables, et celle qui est à applaudir, celle de protéger les médecins et le corps de santé, en tout cas tous les travailleurs du secteur de la santé. Mais en réalité, nos structures, on se pose la question, qu'a-t-on fait ces dernières années ? Qu'a-t-on fait de nos anciens cadres aussi, nos anciens gestionnaires qui ont géré de vraies situations de crise, qui ont géré Babloued en 2001, qui ont géré Boumerdes en 2003, qui ont géré le terrorisme, ceux qui étaient de vrais planificateurs, qui savaient gérer les grandes crises. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on navigue à vue parce que peut-être bien aussi que nos expériences, on les a relâchées, on les a laissées repartir chez elles, et nos structures ne suivent pas, et les mesures qui ont été prises ne sont pas des mesures intéressantes. Maintenant, est-ce qu'il ne faudrait pas, peut-être à un moment, être un peu fataliste et se dire qu'il faudrait suivre le modèle scandinave et se dire qu'on va aller vers l'immunité collective ? Ça, c'est une question. Je vais quand même poser une question à Dr Abdellah Agoun. Docteur, à quel moment, pourquoi le gouvernement s'est planté dans la gestion de la crise du Covid ? Docteur ? On l'a perdu. On l'a perdu, docteur Agoun ? On n'arrive plus à l'avoir. Ah, docteur Agoun, donc il a une urgence, donc il ne pourra pas intervenir tout de suite. Alors, je me retourne vers toi. Alors, c'est vrai que on peut parler d'un... Bon, le plantage, il est là aujourd'hui. Moi, je pense pas que on n'avait pas la bonne photographie, qu'on a le même niveau de contamination et que maintenant on le voit mieux. Parce qu'en fait, quand on regarde du côté des... Ça a été bien géré. Les indicateurs, les 3 premiers mois, c'était bien géré. Voilà, les indicateurs, c'est quand même les hôpitaux, les services de réanimation, les services Covid, tout simplement, les centres Covid, et les médecins libéraux. Ce qu'il a d'intéressant, docteur Agoun, j'espère qu'il va pouvoir nous rejoindre tout à l'heure, c'est que lui, il travaille à Bouguera. Il nous disait, donc, dans l'émission Manal Saktin, où il intervenait 1 à 2 fois par semaine, qu'à un moment donné, c'était stabilisé, Fermdan. C'était stabilisé, il n'avait plus que 1-2 cas par jour, et lui, il était optimiste. Et on a ressenti la même chose d'ailleurs au niveau de l'expression politique du gouvernement. On pensait que la situation était en train d'être maîtrisée et en tous les cas sous contrôle. Donc il y a un moment où ça a dérapé. Et moi je pense que beaucoup de gens font la critique au fait que on ait mal imité le modèle sud-européen du confinement. On n'a même pas fait comme les Tunisiens. On l'a pas fait. Ça c'est une première critique. À mon avis, c'est pas là la plus importante. Parce qu'on a réagi à temps, merci d'Italie. On a réagi à temps parce qu'on a vu ce qui s'est passé en Italie, donc on a bloqué les vols, on a confiné Blida à Alger, on s'est mis donc en position de vigilance. On aurait pu aller au-delà ou pas. Je pense que c'était bien proportionné, parce qu'on a fermé quand même les commerces, on a fermé tous les espaces où la chaîne de transmission pouvait fonctionner beaucoup. Moi, je pense
je l'ai dit dans un papier qui attribue 4 fautes majeures au gouvernement dans la gestion de cette crise-là. Je pense que le gouvernement s'est reposé sur le confinement ou le semi-confinement. Il n'a pas préparé le déconfinement. Et il n'a pas préparé le déconfinement. Pas du tout. Pas du tout. Et il n'a pas préparé parce que, quelque part, c'est le niveau de compétence moyen, grégaire, on va dire, dans la gouvernance algérienne. On a pensé qu'en faisant porter juste la contrainte médicale, la contrainte sur la population, on allait pouvoir régler, et les chiffres lui donnaient raison, puisque la courbe est restée plate pendant toute la période, et donc, et commencé à la fin, le président Tebboune a parlé de succès, enfin il a parlé on est en train de vaincre cette campagne, et les fanfaronnades sur le système de santé le plus machin, etc., le ridicule duquel on s'est couvert, c'est quelque part parce qu'il pensait dominer le sujet et pouvoir gagner la bataille contre le Covid. Donc pas préparer le déconfinement. Ça c'est la première critique principale à mon avis qu'on peut lui faire. Après, préparer le déconfinement, ça veut dire quand même construire un front intérieur. Faire en sorte que les citoyens adhèrent, faire en sorte que les citoyens se sentent en sécurité sur le plan économique. Le gouvernement a été chiche, il a pas dépensé réellement. C'est-à-dire pour pousser les gens à respecter le confinement dans la durée. Pourquoi aujourd'hui il ne veut pas revenir au confinement? Et il ne peut pas revenir au confinement. C'est parce qu'il n'a pas pris les mesures sociales et économiques qui auraient pu permettre aux gens d'accepter une deuxième vague de confinement, voire de prolonger la première vague. Et donc il s'est mis en situation d'être sous pression et de ne pas pouvoir, comme le font les pays avancés, revenir à des confinements quand il y a une deuxième vague qui démarre, etc. La plus grande, à mon avis, l'une des plus grandes faiblesses de cette gouvernance-là, c'est le fait d'avoir monopolisé la réponse. Le pouvoir a voulu gagner politiquement tout seul. Et elle a voulu prendre des dividendes, wahdou. Voilà, c'est-à-dire cette crise-là, je vais la maîtriser, et c'est moi qui vais tirer les bénéfices de la victoire. Et donc, il a mis en situation de suspicion les moyens du privé. Quand on entend des officiels parler de gants, de masques lavables ou de respirateurs ou de produits de lavable, c'est Saïdal, c'est les anciennes structures de textiles publics. GTEX, etc. Ouais. On a évoqué que les moyens du secteur public pour dire de toute façon on s'appuie que sur le moyen. Il est revenu dessus depuis. Ouais, parce que les chiffres aussi sont passés par là entre temps. Et donc on a éliminé la société civile. Le passage obligatoire par la pharmacie centrale, c'est une manière de dire à celui qui a Timimoun ou celui qui a on ne va pas ramener les moyens à Dalbeda, la pharmacie centrale ou la pharmacie régionale. C'est complètement ridicule. Ce qui n'a pas été respecté dans les faits. Ça a été débordé, mais on a des cas d'arrestation de gens qui ont fait des levées de fonds pour des moyens, etc. On a ce cas-là. Je cite en dernier quand même le fait d'avoir brisé l'élan de solidarité nationale et le front intérieur en pensant pouvoir gagner une victoire rapide sur le Hirak à l'occasion de la crise sanitaire. Et ça, je pense que c'est la pire des erreurs qu'un pouvoir politique. C'est-à-dire dans un contexte comme ça, le message que tu envoies à ta population, c'est que le danger numéro 1, c'est la pandémie, c'est pas le conflit politique interne. On le met entre parenthèses, le conflit politique interne. On n'arrête pas de nouvelles personnes, on lance pas la chasse aux animateurs du Hirak, etc. Donc, de mon point de vue, il a fait tout faux. Et aujourd'hui, il aura énormément de mal à remonter la pente. Voilà, et on est parti pour peut-être passer à la phase, je le souhaite pas, j'espère pas, mais passer de la phase 3 à la phase 4. Ce qui est frappant, c'est aussi qu'on a l'impression que le gouvernement prend des demi-mesures. C'est jamais la mesure... il ne va pas jusqu'au bout de la mesure. On prend par exemple sur le cas de l'Aïd, alors qu'on a le comité scientifique qui a demandé à ce qu'il y ait un confinement et qu'on décide qu'il n'y ait pas de vente de moutons cette année. Le gouvernement n'a pas pu prendre cette décision-là parce que c'est trop compliqué pour lui de décider que pendant l'Aïd, les gens restent chez eux. Donc il a mis en place tout un système, par exemple interdiction que les transports de bétail rentrent sur Alger pour déposer le bétail, ce qui fait qu'il n'y aura pas de moutons, il y aura beaucoup moins de moutons dans la capitale avant. Donc il met en place des systèmes au lieu de prendre une décision radicale et de dire bon c'est comme ça, la situation il l'a fait avec les mosquées en décidant de la fermeture des mosquées, mais là on a l'impression qu'il y a énormément d'hésitation dans cette gestion. Comment tu vois ça, ça rentre dans ce que disait Hassan Qadi il y a quelques minutes, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas très bien à comprendre la ligne conductrice, en tout cas de cette gestion, de cette politique de gestion de crise,
Aujourd'hui, je veux dire, il y a quelque chose d'assez intéressant dans ce que tu dis. Tu dis effectivement, on passe par une pandémie mondiale. C'était pas le moment de mettre en avant le problème de politique interne. C'est-à-dire qu'on aurait pu mettre le Hirak de côté, même pas essayer de l'accuser indirectement comme l'ont fait certains ministres et certains responsables ou porte-parole du gouvernement. Maintenant, c'est absolument la même chose. C'est-à-dire que au lieu de s'occuper de gérer cette crise sanitaire et cette crise sans précédent, parce que je pense que celle qui a précédé tous ceux qui sont aujourd'hui aux commandes de ce pays n'ont pas vécu 1921, n'ont pas vécu 1919, n'ont pas vécu les anciennes guerres, ni la grippe espagnole, ni ce qui va avec. Maintenant, aujourd'hui, moi ça m'étonne pas parce que d'une certaine manière, on a l'impression qu'on essaie de nbrbro tout le monde, c'est-à-dire faire que ceux qui voulaient les parce que parce que il y a le dogme religieux qui est omniprésent, on voulait un peu leur donner l'impression que ça venait pas de nous, et puis ceux qui étaient plus ou moins pour la protection de la société, pour essayer de sensibiliser au maximum, pour dire on ne fait pas d'aide cette année, comme on n'ira pas à la Mecque, comme on fermera les mosquées. C'est-à-dire qu'on a essayé de donner, un peu pour tout le monde, quoi, sans prendre la décision. Je pense que c'est un manque de courage politique, ça. Et il y a un rétropédalage dans l'histoire, parce que toi, tu parles d'hésitation et de quelquefois des demi-mesures, mais il y a un rétropédalage. Et je reviendrai toujours à ce scénario, celui de la semaine d'il y a 2 semaines, c'est celui qui marquera, en tout cas pour moi, la gestion de ce gouvernement, de ce Covid pour l'année 2020. C'est celle de dire à 20h, alors que c'est le début du couvre-feu, qu'aucune ville n'est accessible, si ce n'est par ceux qui ont les autorisations pour circuler, de leur dire à partir de demain, plus personne ne bouge. À partir de ce soir, minuit. Ça traduit, j'ai l'impression que même à l'intérieur, il y a plusieurs forces qui réfléchissent en même temps, il y a plusieurs courants qui réfléchissent en même temps, et puis on ne sait pas qui prend réellement la décision. J'ai eu le plaisir même si on sait que la décision finale revient toujours à Shengriha. Moi j'aurais dit M. Tebboune. On n'est plus en 2019, là, ouais. on a progressé. Il y a un ministre actuel du gouvernement j'ai eu le plaisir de revoir la vidéo dernièrement sur notre plateau d'ici de Radio M, qui a parlé du gouvernement de pingouins. Évidemment, c'est le langage de Farhat Etali. On a beaucoup ri. Aujourd'hui, ça ne lui a pas empêché de devenir ministre. Hein. Voilà, aujourd'hui, c'est la mesure que vient de décrire Mahrez. Bon, enfin, le gouvernement de pingouins, la banquise s'est élargie. Ouais. Voilà, elle s'est vraiment élargie. Enfin, moi, je pense qu'au cœur du problème, on a un gouvernement et un pouvoir politique qui est né le 12-12, qui s'est refait le 12-12, qui manque terriblement de légitimité. Il manque de légitimité. Quand on manque de légitimité, on a du mal à capter des grandes compétences. Il y a aujourd'hui en Algérie, ils peuvent toujours dire qu'ils ont réussi à ramener Senhadji conseiller, mais c'est à la marge. Hein, ou Zerhouni, mais c'est vraiment ça se passe à la marge, et c'est pas eux qui vont piloter la politique et de la réforme sanitaire, etc. Mais quand on regarde un petit peu, on peut ramener des individualités. Il peut y avoir de bons ministres dans le gouvernement. Moi, j'ai des amis dans ce gouvernement. Je suis convaincu que quelqu'un comme Abdelmajid Attar va tenter d'engager la transition énergétique. Shamsuddin Chitour est un lobbyiste de l'énergie verte, très efficace, etc. Est-ce que ça va donner une politique efficace dans la durée, etc. On peut se poser des questions. On voit le cas de Farhat Etali qui est en perdition, de mon point de vue, dans son ministère. Donc, si on prend chacun individuellement, on peut avoir de bonnes ressources. Ouais, mais le logiciel, travail collectif. Le logiciel n'est pas bon. C'est ça. Le logiciel n'est pas bon, et donc ça donne, en fait, collectivement, ça donne, on est sur la banquise avec des pingouins, quoi, parce que on n'a pas les bonnes réponses. Et les bonnes réponses, c'est déjà une capacité à lire. La crise va durer, donc. Ouais. La crise va durer. Espérer régler le cas du Hirak à l'espace de 3 mois, etc., c'est une erreur. Ne pas prendre des mesures économiques fortes, c'est une erreur, parce que la crise, de toute façon, était partie pour durer. Avoir un agenda politique, même l'agenda politique, il est aujourd'hui complètement biaisé. Moi, je pense que l'avantage, pour rester sur une note positive, de cette crise-là, c'est qu'un gouvernement qui manque de légitimité, qui n'est pas compétent collectivement, je ne parle pas des individualités, collectivement, il ne produit pas de l'intelligence, ce gouvernement, la crise, elle a dévoilé sa limite très vite, plus vite qu'un mandat ou un demi-mandat ou 2 ans. Et c'est bien de ce point de vue-là. On sait que ce gouvernement n'est pas capable. On sait que ce gouvernement, collectivement, est incompétent. On sait, et donc, ce gouvernement ne peut pas drainer de la confiance, il ne peut pas drainer de l'adhésion. La preuve, c'est que les Algériens n'adhèrent malheureusement pas, par défiance civique, n'adhèrent pas aux mesures, et on peut en parler. L'incivisme des Algériens est aussi lié à une forme un peu suicidaire.
de rejet du gouvernement. Et donc tout ça, ce dont on aurait pu se confirmer, ou se convaincre sur une période de 2 ans, la crise l'a montré de manière ultra rapide sur 3 mois. Alors la question, je vais me faire l'avocat du diable, est-ce que le gouvernement pouvait faire mieux? Moi, je dis que non. Sincèrement, je dis que non. Alors, je dis non parce que ce gouvernement vient d'arriver. Je dis non parce que ce gouvernement vient d'arriver déjà avec de nouvelles compétences et de nouvelles têtes, de nouveaux visages, de nouveaux noms, de nouvelles personnalités qui n'ont ni eu le temps de s'épanouir ni de s'expanouir, comme diraient certains. C'est-à-dire qu'à aucun moment, ils n'ont eu... Ils n'ont pas eu le temps. Ils n'ont pas eu le temps déjà de prendre leur marque. Et déjà, historiquement, on sait tous qu'après l'arrivée d'un nouvel homme fort à la tête d'un pays, je veux dire qu'on soit bien d'accord. Comme tout bon hirakiste, je mets la question du Hirak de côté. Parce que nous traversons une crise sanitaire, que ce n'est pas parce que je commente les activités et les actions de ce gouvernement que je suis pour ou contre. Aujourd'hui, on se positionne sur une situation. Alors, je veux dire, vous avez un nouveau gouvernement qui arrive, vous avez un nouveau président qui arrive, vous avez de nouveaux ministres qui arrivent. Alors, ce président décide de ramener de nouveaux noms. Il décide de lancer sa campagne de rupture avec le passé pour éloigner le spectre Bouteflika de l'Algérie qu'il veut gouverner, en tout cas ce nouveau modèle qu'il appelle El Jadida. Mais en réalité, qu'est-ce qu'ils ont eu? Ils n'ont eu que 2 mois devant eux. Moi, je dis pas qu'ils auraient pu faire mieux, mais je dis qu'ils ne pouvaient pas faire mieux de toute manière. Parce qu'il fallait prendre ses marques, parce qu'il fallait prendre connaissance de la situation de chaque secteur, et que le secteur de la santé était le pire dans tout ça. C'est-à-dire que vous avez 2 secteurs qui sont en déperdition, l'éducation et la santé. Alors après, vous pouvez pas toujours parler de l'enseignement supérieur, les 200 000 nouveaux diplômés chaque année. Moi, ça m'a quand même un peu choqué, un peu étonné quand j'ai entendu le chiffre. Mais en tout cas, c'est les 2 secteurs qui sont dans une situation et qui sont dans une mauvaise posture actuellement. Alors, et d'un coup, vous avez une crise sanitaire qui arrive. Comment peut-on faire face à cela quand nos hôpitaux sont dans un état de délabrement avancé, quand nos compétences, pour la plupart, sont parties. Et celles qui veulent revenir, alors il a parlé tout à l'heure de Zarouani, il pourrait parler même de Melikchi, il pourrait parler d'autres noms. Le problème, c'est que s'ils reviennent, il leur faut un temps d'adaptation, il faudra prendre connaissance du terrain, il faudra leur mettre les moyens, parce que, je veux dire, vous ramenez un bon pilote de Formule 1, vous lui donnez la R4 de votre grand-père, il n'en fera rien du tout. Et c'est ça le problème, c'est que l'Algérie était un pays en panne. Alors vous ramenez qui vous voulez, un bon entraîneur dans une mauvaise équipe, ça marche pas. Je vais poser la question à Yassine. Est-ce que tu ne penses pas que le gouvernement a hérité d'une situation catastrophique et il n'avait pas les moyens de faire mieux? Sur le plan santé en tout cas, hein, sur le plan santé. Je vais être sévère. Je sais pas. Bon, je pense Soyez sincère surtout. Je pense que le duo Ben Saleh Bedoui, c'est mieux débrouillé que le duo Tebboune Jarrad. Ils n'ont pas eu à Non. Le duo Ben Saleh Bedoui était sous la coupe de Gaïd Salah. Oui. Aujourd'hui, ce n'est plus la même configuration. Voilà, c'est sévère. Hein. En principe, on attendait quelque chose de nouveau. Le gouvernement pouvait faire mieux. Enfin, le gouvernement pouvait faire mieux. Il pouvait commencer par ne pas faire les 4 fautes dont j'ai parlé. Il aurait pu préparer Attendez, quand vous voyez le nombre de tests ridiculement bas que nous faisons en Algérie, là, le déconfinement, c'est quoi? C'est faire cohabiter une activité économique minimale dont on a besoin. Là, on est en train de rentrer dans la paupérisation de plus en plus large des Algériens. Donc, faire cohabiter cette reprise de l'activité minimale avec la circulation qu'on veut rendre minimale du virus. Et cette cohabitation suppose le maximum de mesures barrières. Donc, les importations de masques, ça aurait dû être... On aurait dû ne pas lésiner sur ces moyens-là et faire les subventions. On subventionne le masque dans un contexte comme ça. C'est ça qu'il faut subventionner. On aurait dû tester, parce qu'après, l'OMS, elle dit quoi? Elle dit il faut séparer, donc avec les mesures barrières et les masques, tester beaucoup, isoler vite. C'est les 3 consignes de l'OMS. Tester, isoler, après la séparation. Quand il y a quand même des cas, parce que c'est difficile, c'est impossible de casser complètement la chaîne. Et ces moyens-là, le gouvernement ne se les a pas donnés. Il a sorti un chèque de 30 milliards de dinars pour rapatrier au bout du bout les 10 000 ou 15 000 Algériens qui sont en perdition dans le monde. Parce qu'il a calculé chichement, il pensait que la crise serait de courte durée et que ces Algériens se débrouilleraient pour rentrer avec leurs propres moyens, sans action que le gouvernement n'ait à payer. Et aujourd'hui, il s'est trompé là-dessus, il a fait la même chose par rapport au déconfinement. Il a pensé que les choses allaient rentrer dans l'ordre d'elles-mêmes. Il fallait prendre les mesures, dépenser et sensibiliser pour
pour qu'il n'y ait pas le rebond que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, qui n'est même pas une deuxième vague, mais qui est une accélération de la première vague qui avait été mise sous cloche. Donc moi, je considère qu'il aurait pu faire mieux. C'est clairement qu'il aurait pu faire mieux. Sur la question du rapatriement, je suis complètement d'accord. Parce que j'ai travaillé avec les Algériens qui étaient bloqués en Inde, en Chine, sur le continent asiatique, sur le continent américain et en Europe. Effectivement, ils étaient dans le désarroi le plus total. Et sur cette question-là, on est complètement d'accord. On s'est raté et on s'est vautré. Mais on ne pouvait même plus le dire à un moment. C'est-à-dire qu'à un moment, on était quand même appelé pour nous dire hey, calmez-vous, tu fais quoi? Tu te prends pour qui? T'es les affaires étrangères? T'es qui? Alors ça, c'est le premier problème. Maintenant, sur cette question-là, on aurait pu la régler plus vite, avec une solution plus simple. Eux, leur problématique, en tout cas celle du gouvernement pour la question des rapatriements, c'est la quatorzaine obligatoire. Et le problème de la quatorzaine obligatoire, c'est qu'elle n'est pas réellement obligatoire si vous testez les personnes qui seront rapatriées au départ, à partir des aéroports. On n'a pas pensé à les tester, ça coûterait. Sauf si tu attends 10 jours pour que Pasteur te dise si c'est bon. C'est ça le problème. Et le problème, c'est qu'on ne rapatriera pas tout le monde. Moi, j'en parle plus. Moi, c'est un sujet, j'en veux plus, c'est une patate chaude. J'ai tellement travaillé sur le sujet qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui me... D'abord, j'ai de la peine pour ceux qui sont coincés. Et deuxièmement, je me dis, nous n'avons pas les capacités, parce que même sur la structure hôtelière, sur la question des structures hôtelières, nous n'avons pas... Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu même... Est-ce que vous savez que ceux qui ont été rapatriés les premiers de Turquie et de France, il y a eu un vol de Londres et un vol en Russie, je pense. Il y a eu quelques vols comme ça. Une première vague de rapatriement, on les a emmenés à Tipaza. Est-ce que ça, vous le savez? Ils sont arrivés sur les 3 complexes de Tipaza. Corne d'Or, Matares, et il y a eu ensuite Zeralda et autres. Le 7 n'a pas été ouvert pour les confiner. En tout cas, pour cette quatorzaine obligatoire. Est-ce que vous savez qu'il y en a quelques-uns qui n'ont pas quitté les bus et qui ont refusé de quitter les bus, et il a fallu ramener la gendarmerie pour encadrer tout ça, pour essayer ensuite de leur changer d'hôtel, parce que les conditions étaient insalubres, parce que les lieux étaient catastrophiques, parce que parce qu'on ne peut pas ramener une personne et lui dire tu vas rester 14 jours dans ces conditions-là. Et c'est ce qui s'est passé. Alors aujourd'hui, on veut reproduire absolument la même chose. On a libéré les autres et on va en emmener. Mais ils vont être... Parce que je vous dis, j'en ai lu beaucoup. Faut pas le dire, sinon ils vont pas venir. Non. Cette fois-ci... Non, ils vont être dans de meilleures conditions. Ceux qui sont arrivés de Jeddah, ils les ont mis quand même à Al-Ouad, ils les ont mis chez Mahari. Non, c'est pas ça. Ça, j'ai évoqué le premier cas sur les premiers rapatriements. Aujourd'hui, on va les mettre effectivement dans de meilleures conditions, dans de meilleures structures. Mais elles ne suffiront pas. L'Algérie n'a pas 15 000 lits. Et ça, vous le savez mieux que moi. Vous avez déjà traité des sujets liés au secteur du tourisme. Nous n'avons pas cette capacité. Alors, on les teste, on les ramène, on les enferme chez eux. C'est la solution. Pour revenir au Covid, alors, puisqu'on est sur l'action gouvernementale, comment il peut s'en sortir ? Comment le gouvernement peut s'en sortir? Parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, il est plus réactif qu'actif. C'est-à-dire, grosso modo, c'est au jour le jour. Il gère au jour le jour la situation. On a l'impression que ça lui échappe totalement. À mon avis, il doit reconnaître qu'il peut pas faire face tout seul. C'est un gouvernement qui s'est isolé politiquement, qui n'a pas essayé d'élargir sa base sociale, qui ne peut pas l'élargir avec cette feuille de route. Moi, je pense qu'il faut réellement évaluer la situation et la gravité de la situation à sa véritable échelle et tendre la main aux Algériens. On va en parler là en deuxième moitié, de tourner la page sécuritaire et les arrestations et les détenus politiques. Ça, il faut arrêter avec ça. C'est un gouvernement qui doit arrêter de se suicider, de suicider le capitalisme algérien. Il y a eu le décès de Moussa Abdelhamadi en prison, c'est une figure, c'est le père de l'Internet en Algérie. Quel est le message que tu vas envoyer aujourd'hui quand tu veux mobiliser? Le Premier ministre a essayé de mobiliser avec une tentative de tripartite informelle samedi dernier. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. On est dans une situation de défiance. Les cadres de l'État, ceux qui signent dans les comités de crédit, ceux qui donnent dans les institutions qui donnent un permis de construire ou pour une autorisation d'ouvrir un chantier, etc., sont complètement tétanisés aujourd'hui. Le pays, la politique sécuritaire qui a conduit, soi-disant, la lutte contre la Sabah, parce que c'est la seule réponse politique qu'on a offert au Hirak, qu'on a pu proposer au Hirak, faute de véritable réponse politique, cette politique-là, elle a bloqué le pays, et aujourd'hui le pays est en termes de défense immunitaire, il est au plus bas. Il est au plus bas. Il peut pas, le pays, sociologiquement, ne peut pas se défendre contre le Covid parce qu'il a été affaibli, l'économie a été affaiblie, les chefs d'entreprise ont été affaiblis, tous les secteurs qui pouvaient... La société civile est pourchassée, elle a été affaiblie. Et donc, c'est tout ça qu'il faut changer. Et moi, je suis triste de le dire comme ça. Je ne peux pas faire confiance à cet attelage Tebboune.
Djerrad, pour le changer. À mon avis, il faudra, pour le changer, reconsidérer complètement la feuille de route et dire que on ne peut pas, le régime ne peut pas continuer à vouloir se reproduire comme il a tenté de le faire depuis le 12-12, tout seul, essayer de faire une constitution à sa mesure, essayer de faire avec un parlement qui est le sien, essayer de refaire de façon fermée une nouvelle élection à sa mesure, etc. Et d'un côté, essayer de déployer cette feuille de route, et de l'autre côté, espérer mobiliser tous les Algériens dans la bataille contre le Covid. Ça ne va pas ensemble. Ça va pas ensemble. Aujourd'hui, il faut reconnaître, c'est comme si on était en situation de guerre. J'ai envie de citer l'exemple de Mohamed El Hadj de la Wilaya 3, qui était avec le FFS au Maquis en octobre 63. Il était avec Aït Ahmed à Tizi Ouzou. Et quand il y a eu l'agression du Maroc à Tindouf, Ben Bella a appelé Yakhawti Hagarona la place du Forum à Alger, où je crois que c'était la place Emirat Khader aujourd'hui. Et ça a provoqué un mouvement national de solidarité contre l'agression extérieure. Mohamed El Hadj est descendu de Kabylie, il a fait la trêve et il est descendu. Il est allé avec ses bataillons à Tindouf. Aujourd'hui, c'est de ça dont on a besoin. C'est de dire que l'ennemi numéro 1, c'est le Covid. Est-ce que ce pouvoir politique est capable de le comprendre? Il pense toujours pouvoir s'en sortir seul et monopoliser la situation. En tous les cas, sur ce qu'il a montré jusqu'à aujourd'hui, c'est ça. On a retrouvé le docteur Agod. Et donc, Abdallah, ça va être court, avec ça va être one shot. Docteur, on est content de vous avoir récupéré. Il peut nous dire le cas d'urgence. Il y a Yassine qui... Est-ce que c'est un Covid en fait? Est-ce que c'est un Covid? Voilà, Yassine a très envie de vous poser la question parce que vous êtes parti en urgence et on voulait savoir si c'était un cas qui est relatif au Covid. Bien sûr, c'est quelqu'un qui avait de la fièvre, qui avait peur. Vous savez, il y a de l'angoisse. Donc oui, c'était quelqu'un qui avait de la fièvre, qui avait des signes effectivement de Covid. C'est juste des signes. Oui, juste des signes. Je n'ai pas de PCR, moi. Hein. D'accord. Très bien. Docteur Agod, comment vous expliquez donc vous êtes sur le terrain, donc vous recevez des patients. Comment vous expliquez l'échec de la politique menée contre le Covid par le gouvernement? Moi, d'abord, je tiens à rendre hommage à tout le personnel soignant de tous nos hôpitaux. On se joint à cet hommage-là. Ouais. Ah oui, parce que vraiment ça me touche, ils font un travail phénoménal et tout, etc. Secondo, j'aimerais aussi dire que le protocole thérapeutique qui a été instauré ici dans nos hôpitaux est très efficace et ça a donné de très très bons résultats. Très bien. Ça, je ne reviens pas là-dessus. Donc ça c'est apporté au crédit du gouvernement, quoi. Oui, parce que non, parce que ce n'est pas le gouvernement qui soigne, hein, oui. C'est le médecin qui soigne. Hein. C'est toute l'équipe qui il y a eu un consensus autour de ce protocole thérapeutique. Voilà, ce sont des médecins qui l'ont fait. Le président de la République n'est pas médecin, le Premier ministre non plus. Voilà. Alors, comment vous expliquez l'échec de cette politique? L'échec de la politique, d'abord au début, moi honnêtement, quand j'ai vu qu'on rapatriait des gens, des Algériens qui étaient bloqués dans des pays où la pandémie était vraiment en plein essor, au lieu de fermer les frontières, on a au contraire rapatrié beaucoup d'Algériens. Donc pour vous, c'est la première erreur? Première erreur, des Algériens qu'on a rapatriés et qui demandaient à repartir après. Donc c'était vraiment une grosse erreur parce qu'ils pensaient que c'était juste passager. Seconde erreur, pour moi, c'était le fait de ne pas avoir fait un réel confinement. Parce que vous savez, quand on confine des gens de 19h jusqu'à 7h du matin, moi, ça me fait rire. Comme si les Algériens avaient l'habitude de festoyer la nuit. Ils sont morts toute l'année. C'est ridicule, c'est complètement ridicule. Oui. On aurait dû faire vraiment un confinement total comme ça s'est fait à Blida dès le début. Et ça avait vraiment freiné la progression de l'épidémie. Mais moi, ce confinement-là, qui ne ressemble à rien, ce n'est pas un confinement. Soit on confine, soit on ne confine pas. Et puis, il y a eu, bien sûr, après, ce problème pour moi de PCR, c'est quand même catastrophique, parce que ce n'est pas avec les scanners qu'on fait des diagnostics de Covid-19. On aurait dû installer des laboratoires justement de détection du Covid dans chaque daïra. Et ça aurait permis au moins de circoncire
cette pandémie et éviter la progression. Et là, on continue encore à faire des confinements qui ressemblent plus à des couvre-feux. C'est pas un confinement de 20h à 5h du matin, c'est pas un confinement. Ça fait vraiment, c'est vraiment risible, quoi. Voilà. Et sinon, voilà, pour moi, c'est vraiment, c'est qu'on doit faire des tests PCR le plus large possible pour faire pour réellement dépister. Ce n'est pas avec des scanners. Les scanners coûtent cher, on ne peut pas les faire. En plus, on va envoyer au scanner quelqu'un qui n'est pas malade, qui risque de choper le Covid. Ouais. Ce qu'il nous faut, c'est vraiment les tests PCR, et je sais qu'on n'en a pas. Voilà. Et je suis pas pour maintenant reconfiner, parce que maintenant que la population, pratiquement toute la population est atteinte, hein, je me demande à quoi ça sert de confiner maintenant. Maintenant, je suis peut-être même pour un déconfinement total. On ouvre tout. Et on laisse fonctionner l'immunité? Ça y est, on en a marre. Docteur, et on laisse fonctionner l'immunité? Pardon? Et on laisse fonctionner l'immunité si jamais on déconfine totalement? Je vous entends pas bien parce que j'ai... Oui? Je disais, si on déconfine totalement, on laisse fonctionner l'immunité. Oui, bien sûr. Mais je crois que c'est ce qu'on a essayé de faire, hein, parce que là, vous savez, on confine ou on confine pas. Il faut voir le nombre de... Vous voyez, je ne suis pas le seul à constater ça, les gens ne font pas attention. Donc maintenant, franchement, nous sommes... Je sais pas, l'État vraiment n'a pas fait grand-chose dans ça. Ils auraient dû sévir depuis un moment. Quand on voit tout ce qui se passe, c'est pas possible. Nous, on continue, on se bat vraiment contre un ennemi invisible, on voit les autres faire n'importe quoi, mais il faut sévir une fois pour toutes. Soit il faut sévir, soit il faut laisser, puis c'est tout. Même pas confiner des gens de 20h à 5h du matin et qu'on les laisse faire après n'importe quoi. Je pense qu'il faut sévir, c'est tout. Il faut vraiment sévir. Moi, je suis vraiment pour qu'il y ait des sanctions terribles, parce qu'il y en a marre. Parce que je dis, quand je blague en disant il faut tout laisser ouvert comme ça, c'est pas possible. Il n'y a plus de place dans les hôpitaux, les médecins sont fatigués, les infirmiers sont fatigués, tout le monde est fatigué. Le peuple est fatigué, tout le monde est fatigué. Mais maintenant, ils devraient sévir et prendre des décisions. C'est comme cette histoire-là de l'Aïd, je regrette. Hein, parce que moi, quand je passe la conscience du boulot, je vois tous les gens qui sont agglutinés devant les marchés à bestiaux, c'est extraordinaire. On va même contaminer les moutons. Je ne sais pas. Vous savez, personne ne sait ce que peut devenir cette maladie. Imaginez que ce virus-là passe chez le mouton et qu'on ait encore une autre virus encore beaucoup plus mortel. Personne ne sait. Ça passe les gens tapent la croissance du mouton, le regardent les dents, ils tapent les oreilles, les trucs. Non, c'est pas exagéré. C'est vraiment... enfin, moi, je suis dégoûté. Là, je vous parle, je suis énervé. Ça s'entend. Ils m'attendent, voilà. Ça s'entend, docteur. Vous appelez... Vous voulez que le gouvernement sévisse est-ce que le gouvernement peut sévir? Je pense que c'est un peu, trop tard. Un peu difficile, oui, c'est trop tard. Mais en même temps, on est un peu loin je pense qu'on est encore loin de l'immunité grégaire. Il y a le président Rouhani en Iran qui a parlé de 25 millions d'Iraniens qui auraient déjà été contaminés par le coronavirus. Je pense que nous, on en est très loin. Je ne vais pas prendre les 22 000 ou 23 000 cas officiels, parce que c'est ridiculement bas. Ça ne relate pas la réalité. Il y a, à mon avis, il faut multiplier au moins par 10, mais ça fait toujours pas 2 millions. Hein, si tu multiplies par 10, ça fait que 230 000. Et donc, je pense que, en fait, ce qu'il faut éviter, c'est qu'il y ait un rush, un pic où les hôpitaux sont totalement débordés. Donc, il faut continuer à réguler la circulation du virus. On ne peut pas permettre au virus de toucher tout le monde en même temps. Parce que quand on touche tout le monde en même temps, les cas sévères, ça sera toujours 3-4% qui sont des cas sévères et 3-4% de 1 million de personnes qui sont contaminées en même temps. C'est pas 3-4% de 10 000 personnes. Et donc voilà. Donc moi je pense que on sera obligé de rester dans cet entre-deux pendant un certain. Le gouvernement ne peut pas revenir à des mesures fortes et en même temps lâcher complètement pour laisser l'immunité grégaire se faire. Je pense qu'on n'a pas les structures hospitalières pour le faire. Non, en termes de structure, de toute manière, l'idéal serait effectivement l'immunité collective. On se dit qu'on guérira par nous-mêmes parce que l'homme est fait de telle manière à ce que son corps se régénère, se bat contre les virus et puis lâche
et par fatalisme, forcément, on décède. Mais dans le cas présent, effectivement, on aurait pu envisager l'immunité collective si on était dans un pays qui était capable, qui avait des structures qui pouvaient. Pour l'heure, je sais pas. Mais moi, personnellement, en tout cas, j'ai pas le cerveau et j'ai pas le cerveau pour réfléchir à la place de ce gouvernement. Sincèrement, moi, je pense que tout à l'heure, tu avais dit un truc qui était extrêmement juste, c'est la solidarité. C'est l'heure de se mettre la main dans la main, de laisser la société civile agir, de laisser les hommes d'affaires agir, de laisser toutes les bonnes volontés agir, sans forcément les mettre de côté pour dire nous, secteur public, nous, secteur étatique. Mais à part cela, moi, j'ai envie de dire bonne chance. Hein. Bonne chance pour ceux qui vont prendre les décisions durant les mois et les semaines à venir. Bon, ben écoutez, on arrive au terme de cette première partie. On remercie le docteur Agoun d'avoir participé. J'ai pas eu l'occasion de lui dire merci. Je le remercie à l'antenne. Et une toute petite pause, ne bougez pas, vous restez ici. La deuxième partie... Tout de suite. C'est tout de suite, bah voilà, c'est tout de suite. Il n'y a pas de deuxième partie. Parce que j'arrive pas à très bien saisir là. Je suis toujours... Mon logiciel, c'est la formule de l'ancienne émission. Et donc, on commence tout de suite donc, la deuxième partie qui touche à l'agenda judiciaire. Et la deuxième vague de libération des détenus d'opinion, on l'attend, là, il y a une première vague le 5 juillet. Là, on l'espère, et parce que on rappelle que la justice sera en congé à partir du mois d'août, et que s'il n'y a pas de décision prise d'ici encore une semaine, les détenus resteront encore en prison tout cet été, pendant le mois d'août, jusqu'à la reprise de la justice. Donc, en fait, on était relativement, on était sous le choc quand il y a eu la première vague. On pensait que tout le monde allait être libéré. Vous vous rappelez, autour du 3-4 juillet, il y a eu une douche glacée, hein, le fait qu'on n'ait pas libéré tout le monde, notamment notre collègue et confrère Khaldrani. Ensuite, dans la semaine qui a suivi, on a vu que l'affaire avait été renvoyée. Donc, le juge d'instruction, dans le cas de l'affaire de Khaldrani avec Ahmed Touch et Samir Blarbi, donc il n'y a pas eu de suite, il n'y a pas eu de requalification. Donc, il restait plus qu'à enrôler l'affaire. Donc, elle a été renvoyée devant le tribunal. Il restait plus juste à fixer une date. Et donc, on s'est dit que on a eu plus ou moins des échos comme quoi ça se ferait dans le courant du mois de juillet, pas seulement pour ces 3 incriminés mais pour l'ensemble des détenus. Et puis l'inquiétude est revenue parce que semaine après semaine, le mois de juillet défilant, on s'est rendu compte qu'en fait la semaine prochaine c'est la dernière semaine où la justice travaille et on va être en congé après. Et donc la rumeur a circulé, enfin la rumeur aujourd'hui, l'information a circulé qu'il y avait il y a une date, le 25. Le 27 juillet, pardon. Une date qu'on n'arrive pas à confirmer, que les avocats n'arrivent pas à confirmer sur le procès de Khaldrani. Voilà, donc on en est là aujourd'hui. On a au téléphone Saïd Salhi, vice-président de la Ligue algérienne des droits de l'homme. Saïd Salhi, bonjour. Bonsoir tout le monde, bonsoir à vous invités. Alors, moi ce que je voulais vous demander, c'est... Est-ce que vous pensez qu'on va assister à cette deuxième vague de libération? Est-ce que c'est sûrement est-ce que c'est quelque chose qui est perceptible? Tout d'abord, je voudrais dire un mot concernant la libération, c'est que la question est tout à fait liée à la volonté politique. Nous avons assisté effectivement à la première vague de libération à l'occasion de la fête de l'indépendance, la fête de la jeunesse, le 5 juillet. Et nous avons beaucoup espéré à ce que ce dossier soit clos, définitivement. Mais malheureusement, le dossier est toujours là. L'ensemble des détenus n'ont pas été libérés. On a noté la libération entre ceux qui ont été graciés et ceux qui ont été mis en détention provisoire. On a noté une vingtaine en tout sur un dossier qui contient près de 80 détenus. À ce jour-là, nous avons encore plus d'une cinquantaine de détenus d'opinion qui sont en prison. Voilà, donc nous sommes restés, si vous voulez, un peu à notre fin. Et ce que je peux dire aujourd'hui, nous n'arrivons pas à expliquer justement cette tergiversation justement du pouvoir. Alors vous avez raison de poser la question ainsi, parce que lors de son entretien au quotidien français L'Opinion, le président avait bien affirmé qu'il fallait libérer les détenus d'opinion, c'est-à-dire les détenus du Hirak. Et là on a l'impression que ça se fait pas. Comment vous l'expliquez?
Malheureusement, moi je vais vous dire un peu, je vais vous livrer un peu le sentiment général. Depuis le début, concernant cette question-là, dans le Hirak, nous l'avons entendu à plusieurs reprises que les détenus sont utilisés comme une carte de chantage, au point où nous parlons justement des otages. Malheureusement, aujourd'hui, il me semble qu'on n'est pas sorti justement de cet état de fait. Les détenus, jusqu'à maintenant, sont utilisés justement pour faire pression sur le Hirak. Sinon, il suffit d'une décision politique, justement, pour libérer l'ensemble des détenus, comme on l'a assisté le 2 janvier. Là, on a assisté à une libération près déjà la première vague, c'était 76, il y avait encore d'autres détenus. Donc, nous avons assisté presque à un peu, si vous voulez, à la libération, donc, près d'une centaine. Maintenant, je vais vous dire, la liste que nous avons établie juste avant-hier, on est encore à 59 détenus d'opinion. Et des cas comme le cas de Khalid Drani nous inquiète vraiment au point où nous pouvons dire aujourd'hui qu'il s'agit vraiment d'un cas d'harcèlement, de fixation, ce qui nous inquiète vraiment. Aujourd'hui, je pense que la question des détenus est liée justement à la volonté politique. Aujourd'hui, nous attendons vraiment des signaux forts du pouvoir pour amorcer une solution politique qui ne peut passer que par la libération de l'ensemble des détenus. Et les détenus sont connus, les listes sont là, dans toutes les wilayas. Malheureusement, jusqu'à maintenant, ce dossier reste là comme vraiment un écueil, un obstacle justement à toute solution politique, même aussi un peu à l'apaisement, à la sérénité. C'est un dossier qui nous inquiète vraiment et c'est un dossier un peu, qui reste, suspendu. Voilà. Ersen, puisqu'on parlait de main tendue... La main tendue, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. De changer la donne politique, la libération des détenus peut être la première action. Pourquoi ça tarde? C'est une vraie question. C'est d'autant plus une question essentielle que, en fait, l'agenda de la sécuritaire de la répression, c'est l'agenda de Ahmed Gaïd Saleh. C'est lui qui l'a déclenché en juin 2019, qu'il a aggravé à partir de septembre parce qu'il avait commencé avec les détenus de l'étendard à Mazir, et puis il est passé à des acteurs politiques de premier plan, avec notamment Karim Tabou qui était le premier d'entre eux, et puis toute la liste qui a suivi. Et on s'était dit qu'une fois, après sa disparition, que Abdelmadjid Tebboune allait se dégager de cette situation-là pour pouvoir créer une nouvelle situation politique. Il arrive, il dit ça c'est pas mon bilan, c'est pas ma manière de voir, etc. Moi je veux parler avec les Algériens et puis j'ai besoin d'eux pour pouvoir dérouler, même si c'est pas la fait politique du changement que revendique le Hirak, ça peut être un élément de l'apaisement que tout le monde revendiquait. Il faut jamais oublier que le moment politique le plus fort du côté du pouvoir en 2019, c'est un moment dont on n'a pas vécu l'équivalent en 2020. Je l'ai dit dans l'émission 5 sur 5 de Lidna Abou, Abdelkader Ben Salah, le 3 juillet 2019, a fait un discours important pour dire, dialoguant, on ne peut pas continuer comme ça, etc. Karim Younes est arrivé après, il y a eu la revendication des mesures préalables, libérant tout le monde pour pouvoir créer un climat de dialogue. Bon, le problème, c'est que très vite, ça n'a pas été possible. D'abord parce que Ahmed Gaïd Saleh a refusé les libérations, donc les mesures d'apaisement. Et l'agenda du dialogue, c'était l'agenda de comment faire des élections présidentielles, à l'exclusion de toutes les autres solutions politiques, ce qui n'était pas acceptable du point de vue du Hirak. Bien, on n'est pas sorti de ça. En 2020, on n'a pas l'équivalent d'une offre politique de ce type-là. Makash, il n'y a pas. Est-ce que dans ce que dit Abdelmadjid Tebboune, il y a quelque chose qui donne envie d'aller à la rencontre, de dialoguer, etc. La crise du Covid peut changer les choses. L'impossibilité pour le gouvernement et pour le pouvoir globalement de faire face, et le risque qu'il soit emporté moralement par cette crise-là, fait qu'aujourd'hui, peut-être qu'une main tendue peut intervenir. Mais la main tendue ne peut pas arriver s'il y a toujours des détenus. C'est impossible. Et donc, il faut qu'ils sortent de cet héritage de 2019. Il faut qu'il en sorte. Qui s'est aggravé et prolongé en 2020 avec les arrestations des hirakistes suite à la loi sur les incriminations, réseaux sociaux, etc. qui est, à mon avis, un mauvais trip du gouvernement. Enfin, les gens qui ont conseillé à Tebboune d'aller dans cette direction, ils devraient... Je ne vais pas leur souhaiter de rejoindre le général de la DSI qui a blidé aussi niveau hasard, parce que bon, c'est trop. C'est pas comme ça qu'on gère les. Mais ils se sont trompés de cap. C'est clair qu'ils se sont trompés. C'est l'inverse qu'il faut faire. C'est absolument l'inverse qu'il faut faire. Et donc,
voilà, on est entre deux, dans une situation qui s'aggrave, et peut-être que l'aggravation de la situation peut-être va créer l'ouverture qu'on a attendue en 2019 et qui n'est toujours pas arrivée en 2020. Moi, j'aimerais bien voir l'apaisement dont parle Qadi Hassan, dont espère Qadi Hassan en tout cas. Mais et Saïd Saadi. Et Saïd Salhi. Mais le problème, quand tu vois ce qui se passe aujourd'hui à Timimoun, tu te poses des questions. Oui, 10 ans. On rappelle 10 ans. Oui, le procureur qui demande 10 années, je veux dire, c'est tout de même inquiétant. Bon, aujourd'hui, c'est le réquisitoire. En tout cas, c'est ce que demande le procureur. Ça n'engage que lui, mais on verra comment va réagir la justice. Effectivement, le 2 juillet dernier a été un grand jour, mais on s'attendait à la sortie de Khaled Drani. Aujourd'hui, pour quelqu'un qui est de la corporation, je veux dire, aller assister à la sortie de Karim Tabou, c'était un moment exceptionnel. Samuel Belarbi était un moment exceptionnel, Bouraoui un moment exceptionnel, mais ne pas voir sortir Khaled Drani, même si on ne partage pas avec lui les mêmes idées, même si on n'est pas d'accord avec lui sur les méthodes, mais ça reste que c'était un représentant de la corporation et l'un des hommes forts de la corporation. Rien ne justifie de mettre un journaliste en prison parce que... Alors, j'ai envie de vous dire, en fin de compte, le 2 juillet n'a pas été un apaisement. En rien, en tout cas. Cette grâce de juillet, de la fête de l'indépendance, n'a pas été, en tout cas, un apaisement. En gardant déjà Khaled Drani, pour moi, ça traduit tout. En espérant que le 27, ce soit une vraie date, en espérant qu'on le libère. Maintenant, qu'on puisse lui coller une condamnation de 4 mois, de 2 mois, de 3 mois, il pourra faire appel par la suite. Mais il est inconcevable qu'un Khaled Drani soit en prison. Et comme il est inconcevable qu'un journaliste ou qu'un être humain, un homme avec des valeurs, avec des idées, avec des principes, soit emprisonné pour ses opinions. Je vais te poser une dernière question. Non, à Saïd peut-être. À Saïd, tu es toujours avec nous au téléphone ? Oui. Alors, est-ce que tu penses pas que le pouvoir est piégé dans cette histoire ? Il s'est piégé lui-même, il s'est tiré une balle dans le pied, et que maintenant c'est très compliqué pour lui de s'en sortir. Il n'a pas peut-être la volonté de le faire. Moi, je pense pas qu'il est piégé. Voilà, vous dites, voilà, le mot il dit, c'est une question de volonté. Aujourd'hui, il est encore possible justement de rattraper la situation. Il est encore possible de réajuster justement le processus. Il suffit justement de faire ce geste. Il suffit de faire ce geste pour ramener justement la confiance, pour ramener la sérénité, pour pouvoir justement passer à autre chose, à la solution. Nous, à la Daesh, à l'occasion de la libération justement depuis le 5 juillet, nous avons fait un communiqué là où nous avons encouragé le pouvoir à faire un pas de plus, c'est-à-dire à aller vers la solution. D'abord si vous voulez un peu donc expurger un peu ce dossier des détenus, mais aussi, c'est pas suffisant aussi, mais aussi à aller à la véritable ouverture démocratique. Aujourd'hui, malheureusement, on n'est pas dans une telle situation. Mais encore, je vous dis, à l'occasion de la fête de l'Aïd, c'est pas encore trop tard. Aujourd'hui même, le pouvoir politique peut décider, comme il l'a fait le 5 juillet, justement, de la libération des détenus d'opinion, notamment le cas de Khaled, aujourd'hui, qui reste vraiment un cas vraiment un peu, problématique. Et d'autant que, nous approchons, justement, les vacances d'été, de août, c'est-à-dire que les dossiers qui n'ont pas été traités aujourd'hui risquent, justement, d'être renvoyés jusqu'à mois de septembre, ce qui va encore renvoyer la solution. D'autant que le pouvoir, jusqu'à maintenant, on a entendu, justement, le président Tebboune, lors de son discours, justement, parler de l'échéance du référendum le septembre-octobre, ce qui n'est pas accepté, ce qui est déjà rejeté par le Hirak, c'est-à-dire la solution de rapport d'état de fait accompli. Aujourd'hui, nous avons demandé justement à ce que le président Tebboune, en tant que président de fait, même s'il n'a pas la légitimité, lors des élections présidentielles du 12 décembre, aujourd'hui, il doit assumer ses responsabilités justement, d'amorcer une solution politique. Alors, la libération des détenus, je l'entends bien, mais il y a encore des gens qui reçoivent des convocations, donc ça ne s'arrête pas. Oui, pas seulement ça. Moi, je dis, même ceux qui ont été libérés le mois de juillet, ils ont été mis en liberté provisoire. Vous allez voir le cas de Samuel Belarbi, Slimane Ahmetouche, ils vont passer le 27 juillet. J'espère que la justice va décider définitivement justement de leur libération définitive. Sinon même l'acquittement. Mais aujourd'hui, dans la majorité des cas où nous avons vraiment suivi, il n'y a pas eu d'acquittement. Depuis le cas de Samuel Belarbi, donc avant
février jusqu'à maintenant, il y a des condamnations, ce qui un peu dénote de la volonté justement réelle. Aujourd'hui, la justice justement condamne pour le principe justement, voilà, pour ne pas se déjuger, alors qu'il s'agit des détenus d'opinion qui doivent être acquittés. Plus que ça, ceux qui ont été condamnés doivent être réhabilités. Aujourd'hui, ils ne sont pas vraiment dans cette situation. Aujourd'hui, on voit un durcissement, même comme vous dites, je note bien ce qui a été dit par mon ami, donc, concernant le cas du procès de Timimoun. Quand vous entendez aujourd'hui les procureurs qui requièrent 10 ans de prison, ça nous inquiète. Alors que ça n'a pas été le cas, même pour les procès qui ont été jugés avant. C'est la première fois où nous entendons, dans le cadre du Hirak, des peines de 10 ans de prison, des amendes de 500 000 dinars. C'est vraiment inquiétant. C'est inquiétant pour vraiment des détenus qui ont été poursuivis sur des cas de délit d'opinion. Je précise bien pour des délits, la majorité des détenus qui sont en prison ou ceux qui ont été libérés ont été poursuivis pour des cas de délit d'opinion. Parce qu'ils ont exprimé une opinion sur Facebook, parce qu'ils ont publié un commentaire, parce que voilà. Donc aujourd'hui, ce n'est pas acceptable dans un Hirak aujourd'hui qui revendique un droit fondamental qui est le droit à l'expression, qui est le droit à l'opinion. Et Sen, pour toi, le pouvoir, s'il a l'intention de tendre la main, c'est le moment ou jamais? Absolument. Absolument. C'est l'occasion de ne pas rater. Absolument. Il a raté plusieurs occasions, mais ça ne suffira pas de libérer les détenus. Mais c'est un geste. Ça ne suffira pas de libérer les détenus. Il faut geler l'agenda de politique du pouvoir, c'est-à-dire la Constitution tout seul, le référendum populaire tout seul, etc. Et il faut aller vers un dialogue national. Il faut laisser la partie du Hirak qui veut s'organiser, il faut la laisser s'organiser. Il y a une initiative qui est en cours, qui va émerger dans les prochains jours. Il faudra laisser les Algériens qui ont besoin de se tracer un cap, se concerter librement pour se tracer ce cap, le proposer au dialogue et envisager l'avenir ensemble et pas les uns contre les autres. Tu parlais de l'agenda politique. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, avec le Covid, le gouvernement peut tenir son agenda politique? J'en doute. Je pense qu'il est en train d'y renoncer à demi-mot. D'accord. Écoute, Saïd Saleh parlait tout à l'heure du gouvernement. Tu disais, est-ce que le problème c'était le gouvernement? En fin de compte, le pouvoir aujourd'hui, c'est lui le problème et c'est lui la solution. En fin de compte, on est sur... Ils ont causé cette situation, ils nous ont amenés à là où on en est aujourd'hui, mais ils ont aussi la solution entre les mains. Donc du coup, je me dis que l'apaisement, en tout cas, le Hirak appelle à l'apaisement depuis des mois. Le Hirak a respecté la pandémie, le Hirak s'est arrêté quand il fallait arrêter, le Hirak a pris ses responsabilités, le Hirak n'a pas... Je veux dire, aujourd'hui, il faut arrêter d'incriminer une force populaire qui ne voulait que le bien de ce pays, qui ne voulait pas autre chose, qui ne voulait pas des intérêts, qui ne voulait pas les 80 hectares des anciens ministres, ni les 100 hectares des anciens patrons d'industrie qu'on a créés en Algérie, qui aujourd'hui représentent la raison pour laquelle notre économie s'effondre. Moi, je finirai juste sur une chose. On parlait de Timimoun et autres. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, avec les nouvelles lois qui ont été mises, qui ont été instaurées depuis... incriminant les propos sur les réseaux sociaux et autres. Aujourd'hui, ce n'est pas que le gouvernement qui en use et qui en abuse. Aujourd'hui, vous avez aussi des entreprises publiques qui en usent et qui en abusent. C'est-à-dire que, effectivement, lutter contre la diffamation, c'est un fait, mais lutter contre la vérité, c'en est un autre et c'est un problème. Aujourd'hui, moi, personnellement, je ne citerai pas l'affaire parce qu'elle arrivera en temps voulu, mais j'ai eu le plaisir de recevoir la police judiciaire chez moi et de recevoir et d'être convoqué à la cybercriminalité parce que j'avais annoncé des cas de Covid dans une entreprise publique, sans insulte d'ailleurs, et l'entreprise en question a déposé plainte contre ma personne. Un mois après, j'ai eu droit à la visite courtoise, avec courtoisie, avec respect. Je n'ai rien à dire là-dessus sur les forces de sécurité, mais il y a un dépôt de plainte sur le fait d'avoir annoncé des cas de Covid dans une entreprise publique. Et c'était des cas avérés avec des preuves et autres, et même avec un démenti par la suite, disant si vous dites que vous n'en avez pas, ok, on dément l'information. Et pourtant, mais pour vous dire qu'aujourd'hui, on use et on abuse de ces nouvelles mesures qui ont été prises par le gouvernement, par le pouvoir en place. Et ça, c'est dangereux. Ça, c'est dangereux pour les libertés individuelles, c'est dangereux pour la liberté de la presse, c'est dangereux pour les journalistes eux-mêmes, pour leurs personnes, pour leur famille et pour ce qui va avec. En
parenthèse, il y a une chanteuse de là qui est en prison qui est en aujourd'hui. prison, qui en a pris pour une année pour avoir fait filmer à l'hôpital d'Oran la situation désastreuse de l'hôpital et le directeur de l'hôpital a déposé plainte. Elle a été jugée. Alors qu'en réalité, vous regardez les 11 minutes de la vidéo, sans remettre en question la justice, ce n'est nullement mon rôle, je n'ai ni l'intelligence ni la compétence, mais on n'a pas vu une insulte sur sur des personnes, sur des professionnels du secteur de la santé, sur les soignants. On a vu un ras-le-bol qui traduit en tout cas le ras-le-bol de toute une société, de la structure elle-même, de comment aller, de sa saleté, de sa gestion, de l'absence même de certains. Aujourd'hui, on salue le travail du personnel de santé, mais il faut aussi tirer les leçons. Je veux dire, il faut un peu de lucidité, il faut dire ce qui est bon et ce qui est mauvais. On salue les hommes et les femmes, mais il faut dénoncer aussi la structure et la gestion. Messieurs, je vous remercie. On est arrivé au terme de cette émission. Je remercie Saïd Salhi qui est au téléphone. Merci beaucoup d'être intervenu. Saïd Salhi, à très bientôt. Merci. Merci beaucoup, Hassan El-Qadi, Mahal Zarabia, et je me remercie moi-même puisque c'est ma première et ma dernière. J'espère très bientôt qu'à cette place viendra s'asseoir Khaled Rami pour prendre les rênes de l'émission. Merci à vous, portez-vous bien et à très bientôt. Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.